Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce magazine d'information Humura Burundi de ce dimanche 12 avril 2020 dont voici les principales articulations. L'Église catholique du Burundi invite les autorités burundaises à prendre au sérieux la pandémie du Covid-19 en se joignant aux autres pays du monde entier dans la lutte contre cette pandémie. Monseigneur Gervais Banshimi-Wusa appelle également les dirigeants burundais à organiser les prochaines élections avec à l'esprit l'intérêt de tous les citoyens sans distinction aucune. Intimidations et persécutions continuent à se manifester au Burundi. Les habitants de la commune Gitobe dénoncent. Les militaires burundais en mission de maintien de la paix en Somalie s'inscrivent en faux contre l'imposition d'une double contribution pour le compte de l'équipe militaire de football Muzinga FC. Le mini-magazine Obahuka de ce dimanche nous parle des conséquences de la collecte des contributions forcées par le gouvernement auprès d'une population déjà pauvre. Et voilà pour le sommaire. À la présentation, Trésor Nyongabo et Steve Nyungeko assurent la mise en onde. L'archevêque du diocèse de Bujumbura, Gervais Banshimi-Wusa, exhorte les autorités burundaises à ne pas prendre à la légère la pandémie du Covid-19 qui menace le monde entier. Dans son homélie de la fête de Pâques, ce dimanche à la cathédrale Regina Mundi, Monseigneur Gervais Banshimi-Wusa fait un clin d'œil aux dirigeants burundais de faire des procès aux autres arguant sur la partialité de Dieu. Monseigneur Gervais Banshimi-Wusa les appelle plutôt à se joindre au monde entier dans la lutte contre cette pandémie. Suivez plutôt Monseigneur Gervais Banshimi-Wusa. Dans le monde entier en général et au Burundi en particulier, nous ne devons pas oublier que nous avons deux choses qui nous font peur en cette période, même si nous ne l'admettons pas haut et fort. Dans la coutume burundaise, nous avons la culture de ne pas parler à haute voix. La première chose, c'est la pandémie du coronavirus qui est en train de décimer des populations presque partout au monde entier, jusqu'à ce que même au siège du pape à Rome, ils ne puissent pas se réunir pour célébrer la fête de Pâques comme à l'accoutumée. Même ici au Burundi, ils nous ont annoncé que des cas de Covid-19 se sont déjà manifestés, même s'ils n'admettent pas encore s'il s'agit d'une pandémie. Peu importe les qualifications de ce virus, toute personne qui possède une âme et une conscience doit avoir peur de ce virus qui préoccupe tant le monde entier. La Pâque que nous devons alors demander à Dieu, c'est de ne pas perdre la raison face à ce virus en pensant qu'il y a des personnes que Dieu veut punir et les autres qu'il veut protéger. Ça serait perdre la raison. Évitons alors de juger les autres. Faisons seulement tout notre possible pour lutter ensemble des personnes qui partagent le même sort. Car l'injustice sur cette terre provient de l'égocentrisme des personnes qui veulent vivre seules en mettant en avant leurs intérêts, en oubliant ceux de leurs prochains. Monseigneur Gervais Banshimi-Wusa exhorte également les politiciens et la Commission électorale nationale indépendante d'organiser les élections de mai 2020 ayant à l'esprit l'intérêt général. La deuxième chose qui peut nous faire peur ici chez nous au Burundi, ce sont les prochaines élections. Ces élections doivent nous inquiéter parce que c'est un moment crucial qui peut apporter les changements politiques
qui oblige certains dirigeants à céder le pouvoir aux autres, ou bien des personnes qui s'attendent à prendre les rênes du pouvoir et que par après cela n'arrive pas comme ils l'espéraient. Ces gens doivent alors être inquiets à l'issue des élections. Il en est de même pour tous les membres de leur parti politique. Ils se demandent en permanence ce qui va arriver. Est-ce que le montant de mon portefeuille ne va pas diminuer? Ces élections ne pourraient pas nous inquiéter si tout le monde y participait en pensant au bien de son prochain ou bien de tout le pays. Ces élections ne pourraient pas nous déchirer si toutes les autorités à tous les niveaux de responsabilité gouverneraient pour le bien de tous sans distinction aucune. Ces élections ne pourraient pas nous déchirer si les personnes en charge de la préparation et l'organisation des élections le feraient dans l'intérêt de tous et non sous la pression du gouvernement. Si tous les candidats et tous les électeurs participeraient à ces élections dans le respect réciproque, en sachant qu'ils peuvent les remporter ou les perdre. Monseigneur Gervais Banshimi-Yussa a été repris par notre confrère Aimé Steve Niyungeko. Le ministre de la Santé publique a annoncé hier de nouveaux cas de coronavirus au Burundi. Dans un point de presse animé dans la soirée de ce samedi, le ministre Tade Ndikumana a tenu à préciser que tous les malades ne sont pas dans un même hôpital. Je vous propose d'écouter le ministre Tade Ndikumana. Ce vendredi 10 avril 2020, l'équipe d'intervention rapide du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a effectué des prélèvements sur 26 personnes contacts des 3 patients testés positifs au Covid-19 au Burundi et sur un autre cas contact qui est hospitalisé à Kira Hospital. Au total, 27 personnes ont été prélevées. Parmi ces personnes, 2 ont été testées positives au Covid-19. Le premier cas positif est une personne contact d'un des 3 cas confirmés au Covid-19. C'est une femme burundaise âgée de 48 ans, résidant à mairie de Bujumbura. Le second cas positif est un Burundais de 41 ans, résidant à mairie de Bujumbura, qui a été référé à Kira Hospital pour une meilleure prise en charge d'une pneumopathie par une structure sanitaire privée de Bujumbura. À ce jour donc, le nombre total de cas positifs enregistrés au Burundi est de 5. Le ministre Tade Ndikumana a également annoncé que l'état de tous les malades n'est pas inquiétant, sauf un seul malade alité à l'hôpital Kira. À l'exception du cas qui est pris en charge à Kira Hospital, l'état de santé de 4 autres cas positifs au Covid-19 qui sont sous suivi médical est bon et nous espérons que dans les prochains jours, ils pourront rejoindre les familles. En outre, nous tenons à préciser que les membres de leur famille ont été tous testés négatifs au Covid-19, mais que le ministère de la Santé continue à faire le suivi régulier de ces derniers. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida réitère son appel aux populations de rester sereines, mais à observer scrupuleusement les mesures de prévention individuelle et collective contre le Covid-19. Le ministre Tade Ndikumana s'est exprimé lors d'un point de presse où étaient conviées les seules radios nationales et la radio Rema FM. Dans un instant, nous venons d'apprendre que le Burundi vient d'enregistrer son premier cas de décès des suites de coronavirus. La victime était hospitalisée à Kira Hospital. Le directeur de la radio RPA regrette l'interdiction d'accès à certains médias au point de presse du ministre de la Santé ce samedi. Toutefois, il n'y a rien d'étonnant dans la mesure où le gouvernement de Gitega s'empêtre dans la manipulation de la vérité autour du Covid-19, selon Bob Rugurika. Nous l'avions dit depuis le début de cette pandémie dans la région, le gouvernement du Burundi s'est malheureusement fié d'abord à la croyance occulte de certaines autorités, au calcul politique et mesquin. Mais avec le temps, il est également apparu que le ministre de la Santé publique s'illustre dans le mensonge et la manipulation de la vérité. Et ceci s'est d'ailleurs observé à travers des conflits qui s'en sont suivis entre le ministre Tade Ndikumana et ses partenaires internationaux tels que l'OMS et le bureau de Bujumbura. Et l'apparition des premiers cas de Covid-19
Covid-19 au Burundi avait obligé le ministère de la Santé publique à sortir de sa coquille, mais malheureusement, des zones d'ombre persistent quant à la gestion du plan de riposte au niveau de la limitation, le refus d'extension des centres de dépistage et surtout le refus de mettre en quarantaine les personnes suspectées de Covid. Le ministère se contente seulement de leur dire de rester à la maison. Ceci a poussé des organisations internationales comme Human Rights Watch, la commission d'enquête des Nations Unies au Burundi, à exprimer leurs préoccupations. Alors, le fait que le ministre Tadende Kumana a refusé aux médias indépendants l'accès à sa conférence de presse, c'est que le ministre Tadende Kumana vient de prouver encore une fois qu'il a des choses à cacher, des questions à éviter, et ceci malheureusement sur une question cruciale comme la santé publique. Pour Bob Rugurika, l'attitude du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida viole non seulement le droit à l'information, mais aussi la Constitution. Suivez encore une fois Bob Rugurika, directeur de la radio publique africaine. C'est clair que certaines autorités sont dans une totale ignorance de leur mission. Vous savez, en refusant l'accès à la conférence de presse, à ces médias indépendants, Tadende Kumana viole la constitution burundaise qui consacre la liberté de la presse, l'accès aux sources d'information, l'accès de la population à l'information, ainsi que le principe de redevabilité des autorités. Mais le plus effrayant dans tout ça, c'est que certains zélés du régime encouragent les dirigeants à violer leurs droits, comme si tous ceux qui tirent sur la sonnette d'alarme sont des ennemis de la République et qui veulent du mal au Burundi. Mais c'est pas du tout vrai. Comme nous ne cessons de le dire, seuls quelques rares dirigeants de bonne foi au sein du CNDD-FDD vont vraiment sauver la vie des Burundais en cette période de tous les dangers. En fait, je me dis qu'ils doivent exiger au régime la transparence dans la gestion de la pandémie et surtout prendre des mesures fortes pour éviter une forte propagation. Sinon, comme on le dit toujours, ça risque vraiment de causer une tragédie humaine au Burundi. Bob Rugurika. Poursuivons ce journal avec la page gouvernance. Le tort causé aux transporteurs de camions en provenance de la Tanzanie est une violation des lois régissant la communauté de l'Afrique de l'Est à laquelle appartient le Burundi. Propos de maître Dieudonné Bashirahishize qui suit de près la législature régissant la communauté de l'Afrique de l'Est. De plus, maître Dieudonné Bashirahishize trouve que le Burundi veut s'imposer son propre embargo. Et les mauvais traitements qui sont infligés aux chauffeurs des camions qui transportent des marchandises au Burundi sont en contradiction avec les engagements du Burundi, notamment le traité établissant la communauté est-africaine et le protocole sur le marché commun, les deux textes consacrant la libre circulation des biens et des personnes et des services aussi. Si le Burundi a jugé bon de fermer la frontière en ces moments exceptionnels, donc les frontières du Rwanda et du Congo, et que la frontière tanzanienne est indispensable pour l'approvisionnement en biens de première nécessité, si cette frontière n'a pas été fermée, c'est-à-dire que la réglementation en vigueur au niveau régional devrait être respectée, moyennant certainement certaines mesures de sécurité, notamment le dépistage de ces chauffeurs avant d'entrer sur le territoire. Mais cette cacophonie nous renseigne sur le degré de tâtonnement dont fait preuve le régime burundais dans la gestion de cette crise sanitaire, de cette pandémie, et ceci renseigne aussi sur une mauvaise gestion de cette pandémie par le pouvoir qui d'une part laisse la population continuer à vaquer au grand rassemblement au moment où les autres pays de la région, le gros en effet, ont déjà pris des mesures susceptibles de freiner la propagation. Donc le mieux aurait été de faire un dépistage de ces chauffeurs, mais de les laisser libres une fois à l'intérieur, surtout que le Burundi étant un pays enclavé, je ne pense pas qu'il soit à même de s'occuper de sa seule source d'approvisionnement en biens de première nécessité. Sinon, demain, bonjour la famine ou même le manque de carburant. Maître Dieudonné Bashirahishize s'est entretenu avec notre confrère Éloge Divin Remesha. Décès du célèbre musicien burundais Willy Léonard Niyomwungere survenu ce samedi au Malawi. Cette icône burundaise serait victime du Covid-19. Ses anciens compagnons et le Burundi pleurent une personnalité qui a marqué le monde de la musique dans ses messages constructifs. Les détails avec Vicky Chris Ninheretse.
Le chanteur Willy Léonard Niomungere est mort ce samedi des suites de la pandémie de coronavirus. Il était alité depuis vendredi dans l'un des hôpitaux de la ville de Lilongwe au Malawi selon ses proches. Il était au Malawi pour une visite d'affaires. Grand musicien de sa génération, Willy Léonard Niomungere était d'un grand talent selon Cédric Bangui qu'il a connu de son vivant. Mes condoléances à sa famille et à tous les musiciens burundais. Personnellement, je l'ai connu en 1991. Je vous dis qu'il avait une belle plume dans la rédaction de ses chansons. Il savait parfaitement chanter en kirundi. C'était vraiment un homme humble. Dans ses chansons, il donnait de la place au Seigneur. Il avait vraiment un don que plusieurs chanteurs n'ont pas. Non matérialiste et humble, Willy Léonard Niomungere, œuvré pour le bien de tout le monde, se rappelle Cédric Bangui. La plupart des chanteurs sont animés d'un esprit de recherche des richesses ou tout simplement de l'idolâtrie. Ce n'était pas le cas pour Willy Léonard Niomungere. Lui, il voulait changer le monde pour le rendre meilleur. Il voulait changer les personnes et rendre la grâce à Dieu. Sa vision était de mettre en avant les bonnes actions. Dans le monde de la musique burundaise, des voix s'élèvent pour pleurer un grand homme animé d'un esprit de tolérance et de cohabitation pacifique qu'il puise dans la culture ancestrale du Burundi. Léonard Niomungere laisse derrière lui une femme et 2 jeunes filles. Merci à Vicky Chris et Ninheretse. Une courte pause et poursuivons avec ce journal. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Rubrique Droits de l'homme, un membre du parti CNL en commune Gitobe de la province de Kirundo a été grièvement battu ce vendredi par des jeunes Imbonerakure et est dans un état critique. Il y a 5 jours, 4 maisons des membres de ce même parti avaient été également détruites par des Imbonerakure. Dans cette commune, les membres du parti CNL sont inquiets des actes d'intimidation devenus monnaie courante alors que les forces de sécurité semblent être dépassées par ce qui se passe. Walter Kwizera nous fait le point. Ce membre du parti CNL qui a été torturé est connu sous le nom de Jean-Baptiste Vyavuzingoma dans la colline Bugwana en commune Kirundo. Les jeunes Imbonerakure l'ont grièvement tabassé la nuit de ce vendredi alors qu'il rentrait chez lui. La victime a été sévèrement touchée au niveau des reins et ne peut plus se déplacer sans béquille. Ce jeune l'accusait d'avoir refusé d'adhérer au parti CNDD-FDD. La même nuit, le ménage de l'une des femmes leaders du parti CNL a été détruit par un groupe de jeunes Imbonerakure. Certains des responsables de ce parti contactés s'inquiètent de la recrudescence des actes d'intimidation à quelques jours des élections. Ils dénoncent aussi la complicité des forces de sécurité qui se rangent plutôt de côté des Imbonerakure lors de leur intervention. La nuit de lundi dernier, 4 maisons des membres du parti CNL ont été détruites. Au lieu de prendre des sanctions contre les Imbonerakure, ce sont plutôt les membres du CNL qui ont été sommés de payer une amende de 250 000 francs burundais et accusés de ne pas obéir aux ordres des Imbonerakure. Walter Kwizera, 2 ans jour pour jour depuis la disparition de Rodrigue Nzeimana, ex-directeur commercial de l'usine de fabrication du ciment Buseko. Rodrigue Nzeimana a été enlevé en mairie de Bujumbura sur le boulevard du 28 novembre en début de la soirée du 12 avril 2018. Selon les enquêtes des défenseurs burundais des droits de l'homme, Rodrigue Nzeimana a été vu pour la dernière fois la même nuit de son enlèvement à la direction générale du service national des renseignements et plus précisément dans les mains du patron d'alors de ce service, le général Etienne Nakarutimana, surnommé Steve. Maître Lambert Nigarura revient sur les dernières traces de Rodrigue Nzeimana. Selon un témoin qui a assisté à la scène macabre qui se rendait à Mutanga Nord en cet début de soirée. Il pleuvait, raison pour laquelle il n'y avait pas beaucoup de gens sur la route. Et Rodrigue Nzeimana a été dépassé par un véhicule de renseignement et bloqué, au bord duquel se trouvait le tristement célèbre Kazungu, et c'était à la hauteur de l'Université du Burundi. Il a ensuite été embarqué dans son véhicule de renseignement et on a laissé son véhicule au bord de la route et a été jeté
jetés dans un caniveau. Selon une autre source au sein du service de renseignement burundais, on nous a révélé que Rodrigue Nzeyimana a été amené directement au bureau du patron de renseignement de l'époque, le général Etienne Ntakarutimana, alias Steve, qu'il a interrogé lui-même avant de décider sur son sort. Et Kazungu est revenu sur le lieu du crime. Il est venu faire un constat en compagnie de l'ancien commissaire provincial à mairie de Bujumbura, le prénommé Montfort. Ce qui est étonnant, c'est que la famille Rodrigue Nzeyimana a déposé une plainte auprès de la police judiciaire et malheureusement, seuls 2 agents de gardiennage qui montaient la garde juste à côté de l'endroit où Rodrigue Nzeyimana a été kidnappé ont été entendus par la police judiciaire. Certainement que c'était juste pour se rassurer qu'ils n'ont pas vu les ravisseurs de Rodrigue Nzeyimana. Et depuis donc ce jour, jusqu'à aujourd'hui, aucune autre enquête n'a été menée. Maître Lambert Nigarura. 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent 174 jours d'incarcération à la prison centrale de Bubanza. Ils ont été arrêtés le 22 octobre 2019 au moment où ils s'étaient rendus en commune Musigati pour enquêter sur les combats qui opposaient les forces régulières et des groupes armés. Les associations des défenseurs des droits humains nationales et internationales ne cessent de plaider pour la libération de ces journalistes qui, selon elles, ne sont victimes que de leur métier. Les militaires burundais en mission de maintien de la paix en Somalie s'insurgent contre la décision d'assister à l'équipe militaire de football Muzinga FC à hauteur de $20 américains chacun. Ces militaires font savoir que tout militaire burundais contribue déjà mensuellement pour la survie de cette équipe depuis sa création dans les années 1980. Les détails avec Onésime Dushimagize. Dans une correspondance qu'il a adressée au commandant de différents bataillons burundais de la MISOM, le 10 avril 2020, le général de brigade Banyankimbona, commandant du 12e contingent burundais de la MISOM, a indiqué que depuis sa création dans les années 1980, l'équipe de football Muzinga FC a toujours été soutenue par les militaires puisqu'il s'agissait d'une équipe de l'armée burundaise et qu'elle n'a cessé dès lors d'enregistrer des succès tant au niveau national que continental. Le général de brigade de Banyankimbona d'ajouter que cela a donné une bonne image au pays en général et à l'armée en particulier et de préciser que pour rehausser le niveau de compétitivité de cette équipe, ils sont vivement recommandés de sensibiliser leurs subordonnés, de contribuer à la hauteur de $20 chacun. La somme sera retirée à la source aux prochaines indemnités de la MISOM, a-t-il souligné. Le général de brigade de Banyankimbona de conclure que les listes de contributeurs doivent lui parvenir au plus tard le 25 avril 2020. Ces militaires burundais de la MISOM s'insurgent contre cette mesure et crient à l'injustice étant donné que l'assistance réservée à cette équipe est retiré chaque mois à la solde de chaque militaire. L'effectif de ces militaires burundais de la MISOM s'élève aux environs de 4200 individus. La somme qui leur sera retirée chaque mois est de 17 millions francs burundais. Ces militaires plaident pour que cette mesure soit suspendue car c'est une sorte de vol dont ils sont souvent victimes, ont-ils indiqué. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre Floribert Biereke, le porte-parole de l'armée burundaise. Merci aussi à Onésime Dushimagize. Dans quelques instants, la rubrique Uwahuka. Dans la rubrique Uwahuka de ce dimanche, nous revenons sur la collecte des contributions forcées par le gouvernement auprès des citoyens pauvres pour financer les élections de 2020 et les conséquences qui peuvent en découdre. La rubrique Uwahuka nous est présentée par Clovis Nyonzima. La collecte des contributions auprès des citoyens burundais pour financer les élections de 2020 est une initiative du gouvernement pour arriver à mener à bien le processus électoral sans aide extérieure. Une contribution que le gouvernement avait qualifiée de volontaire, mais qui plus tard est devenue coercitive sur le terrain. Malgré le discours officiel annonçant l'arrêt des collectes de ces contributions électorales, certains Burundais se voient toujours exiger ces contributions ainsi que des contributions pour différentes autres raisons. Pourquoi le régime CNDD-FDD fait-il recours à des contributions forcées? Quelles en sont les conséquences sur la population? Richard Moncrief,
directeur Afrique d'International Crisis Group, Pacifique Ninahazu, président d'Ifokode, et Chovino Mugwengezo, président du parti UPD Zigamibanga, non reconnus par le gouvernement du Burundi, sont les invités qui nous aideront à répondre à ces questions. À la présentation, Clovis Nyonzima, qui vous souhaite la bienvenue. Selon le rapport de l'International Crisis Group, le gouvernement du Burundi a commencé à faire la collecte de ses contributions à la fin de l'année 2017, après que les partenaires internationaux aient annoncé leur retrait dans le programme de soutien du gouvernement burundais. Le gouvernement du Burundi a annoncé au mois de juillet 2019 l'arrêt de ces contributions, mais en réalité, selon le rapport de ICG, cette mesure n'a pas été mise en exécution. Mon confrère Emile Nibasumba revient sur le contenu de ce rapport publié par ICG mercredi dernier. L'organisation ICG parle d'abord des contributions électorales qui, selon elle, sont toujours collectées au Burundi. Malgré l'arrêt officiel du système de contribution en juillet 2019, les fonctionnaires du gouvernement et la milice Imbonerakure continuent d'extorquer les contributions, indique l'organisation dans son rapport sorti ce mercredi. Selon International Crisis Group, ces collectes sont effectuées de manière moins systématique et à une échelle moins large, mais elles persistent. Les personnes qui refusent de payer ou qui critiquent la collecte continuent de faire l'objet de menaces, poursuit l'ICG. Dans son rapport, l'organisation internationale parle également d'une autre sorte de contribution forcée. Selon elle, le gouvernement a inauguré d'autres systèmes de collecte. Les responsables des Imbonerakure et du parti CNDD-FDD intimident les Burundais pour qu'ils contribuent à la construction des bureaux du gouvernement et du parti. La population est contrainte à contribuer également à la célébration des journées spécifiques. L'ICG cite à titre d'exemple la journée des Imbonerakure du 17 août dernier et la journée internationale des enseignants le 11 octobre. Et récemment, en janvier 2020, les Imbonerakure et les chefs locaux ont fait du porte-à-porte pour obliger les habitants de Gitega à contribuer à hauteur de 500 francs au bon déroulement d'une prière collective la veille de la nomination du candidat au présidentiel du parti au pouvoir. International Crisis Group rappelle également que les habitants de Bujumbura ont contribué à hauteur de 1500 francs et ont été obligés de fournir de la nourriture pour le même événement. Cette organisation dénonce également l'attitude du candidat du CNDD-FDD, Evariste Ndayishimiye, qui, s'appuyant sur la coutume de Nkurunziza, demande également aux visiteurs une contribution en espèces et en nature lorsqu'ils viennent le voir. Les membres, tout comme les non-membres du parti, doivent contribuer, signale cette organisation. Afin de contribuer à apaiser les tensions à l'approche des élections de mai, toutes les contributions forcées devraient cesser d'une manière définitive. Selon l'ICG, les autorités actuelles devraient également s'engager à clarifier la manière dont les fonds ont été dépensés et à enquêter sur les personnes impliquées dans les détournements de ces fonds, exige l'organisation International Crisis Group. Pacifique Ninahazu, président du FOCODE, indique que le gouvernement issu du parti CNDD-FDD n'a jamais intégré le fonctionnement moderne de gouvernance des États et se comporte comme s'il n'est redevable à personne. Je dois dire, à mon avis, que le plus grand problème du CNDD-FDD, c'est de ne pas avoir pu intégrer le fonctionnement moderne de l'État. J'ai cette impression que les autorités burundaises se comportent aujourd'hui comme à l'époque où elles étaient encore en rébellion. Vous savez, à l'époque de la rébellion du CNDD-FDD, là où passaient les rebelles, ou bien là où séjournaient les rebelles, les populations avaient l'obligation de contribuer. Les rebelles pouvaient aller dans les champs, pouvaient prendre tous les régimes de bananes qu'ils y trouvaient, pouvaient se procurer tout le manioc dont ils avaient besoin. J'ai cette impression que des autorités du CNDD-FDD gardent ce comportement où elles ont l'impression qu'elles ont le pouvoir sur toute la propriété des gens qui se trouvent dans leurs zones respectives d'autorité. Il en va de même alors sur les questions de finances, les questions de financement, les questions de gestion de la chose publique. Ils sont en train d'appliquer les mêmes comportements et les mêmes règles non écrites qu'ils ont toujours appliquées
pendant la période de rébellion. Parce qu'il y a une question dans le sens du fonctionnement moderne de l'État, s'il y a des besoins financiers, si par exemple le CNDD-FDD a besoin de financer un processus électoral, si le CNDD-FDD a besoin de financer tout autre projet dont il aurait l'intention, dans le fonctionnement moderne de l'État, il suffit d'abord d'établir le budget, combien d'argent ils ont besoin pour arriver à ce résultat. Ensuite, ils essaient d'insérer son besoin financier dans le budget global de l'État au début de l'année. Ainsi, s'ils ont besoin d'une nouvelle ligne de financement, c'est au gouvernement de créer, par exemple, un nouvel impôt. Ils peuvent créer un nouvel impôt qui va financer cette ligne dont ils ont besoin. Alors, s'ils ne veulent pas faire ça, si cela ne figure pas dans le budget de l'État et qu'ils s'autorisent d'aller chez des gens et décider que tel ou tel doit contribuer telle somme, alors que c'était possible d'insérer cela dans l'impôt. Et d'ailleurs, c'est une obligation légale. Parce que ce qui devient aussi surprenant, c'est parce que selon la loi, ce genre de contribution devrait être décidé par voie légale sur autorisation du Parlement. Or, les autorités décident des contributions forcées et le Parlement se tait. Et là, on se demande justement à quoi servait le Parlement s'il n'a rien à dire lorsqu'on empiète sur son autorité. Ça va toujours dans le même sens. Ce sont des autorités qui ont du mal à intégrer les règles de fonctionnement d'un État moderne. Pour Jovino Mugwengezo, président du parti IPD Zigamibanga, le pouvoir CNDD-FDD s'est appauvri de façon critique au point où il ne peut pas survivre sans aide extérieure et n'a d'autre choix que de se rabattre au peuple qui aussi souffre déjà. Le pouvoir CNDD-FDD s'est appauvri de façon trop critique, mais également de façon exponentielle, au point qu'il est aujourd'hui incapable de réaliser des programmes pour sa survie d'abord et pour le développement national. C'est pourquoi il est obligé de se rabattre sur une population fondamentalement pauvre et pour l'appauvrir encore davantage. Et cela a pour conséquence donc que le pouvoir doit se rabattre sur un peuple trop pauvre, un peuple frappé par le chômage, parce que aujourd'hui, je dirais qu'au moins 80% du peuple burundais vit un chômage sans précédent. Donc un peuple très appauvri, un peuple où le pouvoir n'a jamais mis de projet pour permettre leur épanouissement économique, pour permettre qu'ils puissent avoir un moyen de participer également à leur manière au développement national. Voilà. Tant qu'il n'y a pas de bonne gouvernance, le pouvoir se rabattra encore davantage sur ce peuple souffrira encore davantage de se voir chaque fois sommé de payer de l'argent qu'il n'a pas. Selon Richard Moncrief, directeur Afrique de l'AICJ, il n'y a pas de transparence, que ce soit dans la collecte ou dans l'utilisation de ces contributions, et le fait que ce sont des Imbonerakure qui font la collecte soulève aussi des suspicions. D'abord, selon nos recherches, les contributions forcées continuent à un moindre niveau, mais pourtant ça continue malgré la décision prise en juillet dernier par le gouvernement de cesser les contributions. C'est-à-dire en juillet dernier, le gouvernement a dit avoir suffisamment d'argent pour organiser les élections, et donc il disait que les contributions obligatoires allaient cesser. Pourtant, selon nos recherches, ce n'est pas le cas, les contributions continuent. La finalité des contributions, la finalité officielle, c'est le financement des élections. Pourtant, il n'y a presque aucune transparence autour de l'utilisation des fonds qui sont collectés. Et donc, en fait, on ne sait pas comment ils sont utilisés. Mais le fait qu'ils sont collectionnés surtout par les Imbonerakure pourrait soulever des préoccupations par rapport à l'utilisation de ces fonds. Parce qu'en fait, l'Imbonerakure n'a pas un service fiscal, n'a pas les systèmes de accountability, de transparence, de gestion qu'on pourrait attendre d'un service fiscal. Et donc, il y a tous les doutes sur l'utilisation de ces fonds, effectivement. La radio des sans-voix. Pour Jovino Mugwengezo, le gouvernement devrait s'inscrire dans une logique d'une bonne gouvernance pour que la communauté internationale puisse mobiliser un moyen susceptible d'assurer la survie du pouvoir et de la population. Ce comportement a pour conséquence l'appauvrissement systématique d'une population
au détriment d'un pouvoir ou d'un système sans vision. Le gouvernement ou le pouvoir CNDD-FDD devrait s'efforcer pour s'inscrire dans une logique d'une bonne gouvernance basée sur une justice sociale, basée sur le respect des droits humains, basée sur l'éradication de la corruption, basée sur la libération de l'espace médiatique, mais également basée sur l'observance des libertés civiles et politiques. Et donc, du coup, le pouvoir devrait également s'efforcer de s'inscrire dans une logique de dialogue interburundais. Regardez par exemple tout récemment, quand le président du Forum des partis politiques affiliés au système CNDD-FDD a fait une déclaration comme quoi il préconisait un dialogue entre les jeunes qui sont au pouvoir et les jeunes d'opposition. Selon ses dires, ce dialogue devrait être financé par l'Union européenne par le biais d'une organisation canadienne, le Zoom. Pour nous, c'était une occasion, c'était une opportunité. C'était en fait un début d'un dénouement d'une situation parce que quand ça touche à la jeunesse, ça touche donc à l'avenir d'un pays. Alors, on ne sait pas à ce niveau-là si le problème se situe au niveau du pouvoir de Bujumbura qui s'est désisté comme toujours, ou si le problème réside au niveau du Zoom qui s'était engagé, lui, à mobiliser un moyen pour financer ce dialogue-là qui pourrait s'effectuer aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Lorsqu'on a affaire à un pouvoir responsable, il doit se focaliser sur des aspects qui sont susceptibles de générer de l'argent. Des programmes d'investissement, par exemple, un code sur l'investissement. Pour le cas d'espèce, il suffisait que le pouvoir s'inscrive dans la logique de dialogue pour que la communauté internationale puisse mobiliser un moyen susceptible d'assurer la survie du pouvoir CNDD-FDD, mais également la survie de tout un peuple. Pour Pacifique Ninahazwe, ses contributions plongent dans la pauvreté la population burundaise et ne peut donc pas faire la prévision d'épargne et ça encourage la corruption dans le pays. Alors, s'agissant des conséquences de ce comportement, c'est d'abord la paupérisation de la population. Ça entraîne une très grande pauvreté dans le pays et ça empêche la population burundaise de faire des prévisions dans leurs finances. Les gens ne savent pas, je vais épargner quoi, après un certain temps, je peux faire ceci ou cela, parce que la population ne sait pas. Qu'est-ce qu'on va leur imposer, qu'est-ce qu'on va leur demander comme contribution à n'importe quel moment. Ceci, c'est extrêmement dangereux. Deuxièmement, ce sont des pratiques qui encouragent la corruption dans le pays. Lorsqu'on voit par exemple ces comportements de Nkurunziza qui exigent des vaches chaque fois qu'il visite des provinces, et qu'après c'est sa femme qui fait la même chose, et qu'après ce sont des ministres qui commencent à faire la même chose, j'ai appris tout récemment qu'à la fête du 8 mars au ministère de la Justice, une partie du budget destiné à cette fête a été utilisée pour acheter la vache du ministre. Et quand ça descend au niveau du parti, le secrétaire général du CNDD-FDD qui fait la même chose dans les provinces, ça devient extrêmement grave parce que ça va descendre au niveau des gouverneurs, ça va descendre au niveau des administrateurs, des chefs de zone, des chefs de colline, des chefs de cellules, et ce sera grave. Et au niveau de la population, on va se dire, si moi, plus je vais contribuer, plus je serai bien vu et plus j'accéderai facilement aux services de l'administration publique. Ceci, c'est extrêmement grave, c'est une autre forme de corruption. Donc, il faut abolir rapidement ces comportements qui vont empêcher le développement du pays et qui vont faire du Burundi un pays, le paradis de la corruption. Donc, pour moi, c'est des choses qu'il faut abolir le plus rapidement possible parce que ça nuit à l'évolution même de l'État du Burundi. Richard Moncrief, lui, indique qu'exiger les contributions à une population déjà pauvre suscite la colère de cette dernière et augmente l'opportunité des abus, tout en indiquant qu'il y en a ceux qui résistent, même si c'est difficile au Burundi. Bon, deux conséquences. D'abord, nous avons commencé à rechercher ce sujet il y a presque une année. Nous avons constaté à travers de multiples témoignages que cela met une pression supplémentaire sur une population qui est, comme vous savez, déjà très appauvrie, sous pression, surtout depuis 2015, les problèmes que le pays a connus à cette époque. Et donc d'abord, c'est une pression économique accrue. Ensuite, vu le fait qu'il y a plusieurs abus qui sont liés à la collecte
de ces contributions, que ce soit par les Imbonerakure, par la police, etc., il est évident que les contributions forcées augmentent, ce n'est pas la seule raison, mais ça augmente l'opportunité des abus par les agents de l'État ou les gens qui agissent au nom de l'État. Donc là, c'est les deux principaux conséquences des contributions forcées au Burundi. Bon, nous avons constaté à travers nos recherches plusieurs cas de résistance, mais ces résistances sont très localisées. Comme vous le savez, l'opposition au gouvernement très réprimée au Burundi, partie de l'opposition est en ville, l'autre partie est au pays, mais la partie qui est au pays trouve la vie très très difficile. Donc en général, se poser en politique gouvernementale n'est pas chose aisée au Burundi. Pourtant, nous avons constaté les cas de résistance localisée. Si ces contributions continuent, alors je crois que ce serait tout d'abord un mauvais signe en ce qui concerne le nouveau leadership du pays. Normalement, on va vers une élection en mai avec un nouveau leader pour le parti au pouvoir. C'est pas donné qu'il gagne, mais en tout cas, on aura un nouveau président. Si ce nouveau président continue avec les contributions forcées, c'est un très mauvais signe de continuité dans le mauvais sens. La RPA, c'est la voix de qui? RPA, c'est ma voix, c'est ta voix. Également, c'est la voix de tout le peuple burundais. C'est sur ce point de vue de Richard Moncrief, directeur Afrique de l'International Crisis Group, que s'achève la rubrique Ubahuka de ce dimanche 12 avril 2020, qui était centrée sur les raisons qui poussent le pouvoir du CNDD-FDD à recourir à des contributions forcées, ainsi que les conséquences de ces contributions sur la population. Merci à nos invités, merci à vous tous qui nous suivez. Au micro, vous étiez avec Clovis Nyonzima. Bonne fête de Pâques et à la prochaine. Ubahuka. Merci à Clovis Nyonzima pour le magazine Ubahuka et point final à ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. À la présentation, vous étiez avec Trésor Nyongabo et Steve Nyongeko à la manette. Passez une agréable soirée et une bonne fête de Pâques. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.